Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à ce nouveau concept qu'on désigne par urbanisme éco-bienveillant. Nous en parlons avec Dr Bogrin Doumong. Monsieur Doumong, dans un contexte de changement climatique, pourquoi l'urbanisme éco-bienveillant semble être une panacée? Aujourd'hui, le changement climatique détermine que nos villes soient soumises à un rythme féroce de défis. Nous voyons comment se déploient de plus en plus les catastrophes et puis ce qu'on appelle communément les phénomènes météorologiques extrêmes et dévastateurs. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'inondations, il y a de plus en plus de vagues de chaleur. Dans nos villes, la chaleur fait danser l'air au ras du sol. Et tout cela représente des défis pour la qualité de vie, pour ce que j'appelle volontiers la qualité de ville. Et à partir du moment où on prend connaissance de cela, quand en plus on prend connaissance des faiblesses africaines et de toutes les menaces qui, sous le prisme du changement climatique, déterminent que nous soyons aujourd'hui véritablement soumis à cette nécessité-là de trouver des solutions, on comprend qu'il faut, d'entrée de jeu, proposer en fait des approches nouvelles, et c'est en ce sens que l'urbanisme éco-bienveillant se positionne comme étant une approche de développement de l'urbain qui vise d'une certaine façon à prendre conscience de cet effet papillon-là. Je le dis souvent, en République des gaz à effet de serre, il n'y a pas de frontières. Et donc la nécessité d'agir immédiatement chez nous s'impose par cette logique qui consiste sur du long terme, dans une approche prospective, dans une approche anticipative, à intégrer les concepts qui pourraient nous permettre justement de gagner du temps et d'être beaucoup plus vertueux dans notre approche de développement urbain. Et c'est en ce sens que l'éco-bienveillance a pour vocation à justement dynamiser cet élan-là. Et c'est pour ça que le terme éco est très important dans éco-bienveillant, parce que c'est à l'aune du changement climatique que la durabilité s'impose à nous et sur du long terme. On connaît très bien la ville africaine parce qu'elle est caractérisée par le fait qu'elle est sous-financée, mal équipée pour gérer les impacts climatiques dont vous avez parlé. Mais alors, comment aujourd'hui pouvez-vous nous garantir que l'urbanisme éco-bienveillant ne reste plus qu'un concept idéaliste et inapplicable dans les réalités actuelles? Pour gérer les questions liées au financement, il faudrait que dans le cadre de l'urbanisme éco-bienveillant, on reste véritablement dans une approche frugale des choses. On doit faire simple mais efficace. On doit faire simple mais à fort impact. Et c'est dans ce schéma-là justement que vis-à-vis du déploiement des infrastructures, vis-à-vis du déploiement de l'urbain en lui-même et de tout ce qui fait la ville, il faudrait avoir pour marqueur principal la nécessité d'être simple, la nécessité d'être efficace surtout. Et ce sont ces schémas-là justement qui, en utilisant les matériaux locaux, les ressources renouvelables, etc., permettent justement de faire des économies substantielles. Mais à l'échelle de nos pays, à l'échelle de nos gouvernements, je ne doute pas que les partenariats publics-privés soient un modèle qui permette justement de développer des schémas de financement adaptés. Sauf que... Vous pensez qu'ils ont montré leurs limites? Les PPP ont montré grandement leurs limites, mais c'est souvent lié à beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas pris en compte dans leur mise en œuvre, comme les aspects liés à la validation des partenaires, à certaines due diligence qui, Dieu le sait, nous auraient permis d'éviter de très nombreux échecs. Mais pour revenir au cadre de l'éco-bienveillance, je pense que très concrètement, l'éco-bienveillance se promeut volontairement à toute échelle où cela est possible dans une dynamique de financement participatif. Mais à l'échelle des États, l'idée du PPP, du partenariat public-privé, est importante du moment que l'aspect gouvernance de la chose soit bien entendu réalisé comme il se doit, et surtout du moment que à tout instant, le principe de l'éco-bienveillance tel qu'il se pense à l'échelle de ces trois piliers-là que j'ai évoqués soit maintenu, parce que sinon, il serait travesti et dans ce cas, on tomberait dans un autre échec. Au-delà des idées que vous déclinez ici, quel exemple concret d'aménagement pourrait incarner cet urbanisme éco-bienveillant? J'ai évoqué par exemple les parcs. Nous en manquons énormément dans nos villes. La ville de Lomé par exemple, et autant pour Lomé que pour ailleurs, nous avons de très nombreuses difficultés. Nous manquons de poches de fraîcheur, nous manquons
on va dire d'îlots de fraîcheur véritable, de poumons écologiques au cœur de nos villes, d'espaces qui nous rassemblent. Et aujourd'hui, dans une approche d'éco-bienveillance, au-delà de ce cas particulier, nous avons également besoin de dynamiser des espaces de loisirs à ciel ouvert qui puissent également être des puits de carbone. Nous avons besoin de dynamiser à l'échelle le déploiement du bâtiment durable avec les matériaux durables que nous avons évoqués. Nous avons également besoin, selon nos marchés, par exemple, dans cette logique communautaire-là, de promouvoir des approches qui rassemblent, qui fédèrent, qui agglomèrent en un lieu toutes ces ambitions, toutes ces volontés qui disent ce que peut l'humain en ville. Et ce sont ces exemples-là particuliers qui, s'ils étaient pensés suffisamment à l'échelle de nos différentes communes, permettait de créer dans ces différentes communes-là des poches, on va dire, de fraîcheur, liées peut-être au déploiement du verre, mais également des infrastructures qui, à ces échelles-là, permettraient de garantir que, de manière générale, on puisse asseoir une logique de durabilité dans l'approche des infrastructures qui nécessiterait, d'une part, que nos différentes communes aient de véritables think tanks pour penser le développement urbain durable et que ces think tanks-là, dans leur réflexion, ne se privent pas de prendre en compte leur adéquation avec les schémas directeurs qui sont déployés à l'échelle de nos plus grandes villes, ce qui nous permettrait justement de garantir que l'urbanisme éco-bienveillant puisse tenir ses promesses. Qu'elle soit durable, écologique ou éco-bienveillante, la ville intègre un aspect très important, c'est la mobilité. Alors, comment la concevoir dans le contexte de ville éco-bienveillante? Dans le contexte de ville éco-bienveillante, il faudrait véritablement être dans des espaces de mobilité qui favorisent la mobilité douce. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la mobilité représente justement l'un des pans essentiels de la génération des gaz à effet de serre, des nuisances sonores également au cœur de nos villes. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, pour tout Africain jeune, déjà il est très essentiel d'avoir son moyen de déplacement. Il peut s'agir de la moto, de la voiture, mais la tendance à l'automobile est extrêmement forte. Et tout cela fait que, on le constate déjà, nous avons de nombreux embouteillages qui se développent de plus en plus. Au Ghana, les go-slow, c'est plus de 8 milliards de dollars de pertes en performance tous les ans liés justement à ces embouteillages énormes-là. Et donc, la mobilité douce à l'échelle de la ville nécessite, au-delà justement des moyens de transport en commun que nous avons, comme des bus qui du reste restent encore insuffisants, de penser des moyens de transport à l'échelle, comme par exemple des tramways qui pourraient potentiellement être des solutions de long terme, mais cela nécessite encore une fois que des études poussées soient réalisées et qu'on puisse répondre à une problématique essentielle dans ce schéma-là qui consiste à gérer, on va dire, les intersections entre griffes de déplacement. Je vous donne un exemple. Pour aller d'un point A à un point C, on a peut-être à aller du point A au point B dans un premier temps, du point B au point C. Donc, pour un individu qui va travailler, il part de chez lui et il va au boulot, en prenant par exemple un tramway qui a cette capacité-là à mobiliser énormément, infiniment plus de personnes, on réduit la signature carbone du déplacement à l'échelle de l'individu. Parce que sur le volume, il y a des bénéfices qui peuvent se créer. Mais lorsque le tramway part d'une gare à une autre, il y a encore une autre partie du déplacement qui reste à réaliser. Et cette partie-là est souvent essentielle parce que c'est elle qui peut représenter un frein véritable à l'échelle des individus. Si nos villes étaient piétonnes, là, il y aurait véritablement des solutions essentielles pour pouvoir gérer ces déplacements supplémentaires-là de façon beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, il y a une culture nouvelle qu'il faut intégrer de la chose qui permettrait justement de faire toute la différence. Donc, l'urbanisme éco-bienveillant promeut cette approche de la mobilité douce, mais il faudrait encore revenir à des schémas où nous construisons une culture véritable de cette approche-là de nos déplacements qui permettrait donc d'aller beaucoup plus en avant. Mais là, c'est un vrai défi qui se pose à nous et qui nécessite encore une fois une réflexion collective pour sa matérialisation dans le cadre de l'urbanisme éco-bienveillant. Alors, il y a une question urgente. Comment intégrer ce concept dans les quartiers précaires ou défavorisés qui sont très souvent, on le sait, exclus des grands projets urbains? Vous savez, moi j'ai un regard
assez inspiré sur les quartiers précaires. Parce qu'en réalité, on s'empresse généralement à les négliger, à les diaboliser même d'une certaine façon, mais ils sont source d'inspiration. Rendez-vous compte qu'à l'échelle d'un quartier précaire, d'un bidonville, si on veut, on peut trouver énormément d'indices qui permettent de raconter une ville durable. Et donc, à travers la densité, la question n'est pas de savoir quel est l'optimum de cette densité-là, mais à travers la densité extrême de ces milieux, à travers l'usage de matériaux nobles, parce que souvent des matériaux recyclés et donc qui ont un faible impact carbone, à travers cette capacité qu'ils ont à être extrêmement solidaires, à avoir une cohésion sociale extrêmement forte, à dynamiser une grande mixité, aussi bien sociale que fonctionnelle, qui passe notamment par des usages modulaires du bâtiment, à travers justement la mobilité douce que l'on peut constater là-bas avec tous les vélos, etc. et tout ce qui va avec. Il y a encore cet impact-là qui est réduit sur l'environnement. Et au plus abouti de ce regard-là ou de cette analyse, on constate également qu'il se dynamise dans le sillage de l'informel toute une économie là-bas, mais qui ne se prive pas de promouvoir des approches d'innovation extrêmement frugales, parce que là, on utilise tout et rien pour fabriquer tout et n'importe quoi, mais toujours de façon extrêmement pragmatique et de façon à répondre de manière très claire à des besoins spécifiquement identifiés. Et donc, à partir de ce prisme, il est potentiellement intéressant de tirer des avantages pour pouvoir construire à l'échelle de nos villes la ville durable. Donc, je ne regarde pas forcément les bidonvilles comme étant des espaces totalement perdus. C'est vrai qu'en fonction de certains défis, notamment liés à l'assainissement, notamment liés à la qualité des infrastructures, notamment lié à cette surabondance de population sur des espaces extrêmement réduits où véritablement l'insalubrité, on passe là-bas très rapidement de la proximité à la promiscuité, etc. Sous réserve de ces initiatives, la majorité des solutions qui sont abordées pour résoudre la question de ces quartiers précaires-là passent par deux schémas, l'upgrading ou alors la tabula rasa. Il s'agit donc, dans un premier temps, si on opte pour l'upgrading, de viabiliser au fur et à mesure, lorsque cela est possible, ou si on est vraiment dans un tohu-bohu qui ne dit pas son nom, on décide justement de tout raser, donc de déplacer des populations pour recommencer un quartier là-bas. Mais généralement, ces solutions-là entraînent la nécessité de reloger ces individus ailleurs, et parfois leur déplacement ne fait que déplacer en fait l'emplacement du bidonville. Donc l'entre-deux n'est pas forcément évident à trouver, mais là encore, il faut une réflexion collective qui ne doit jamais se priver de tirer des bénéfices de ce que peut, justement, ne serait-ce qu'à titre conceptuel, ne serait-ce qu'à titre théorique, le bidonville pour inspirer la ville durable et la ville éco-bienveillante. Alors, vous avez évoqué à l'instant les espaces publics. J'ai pas envie de vous poser la question quant à leur rôle, mais que ce soit une ville durable, une ville écologique ou une ville éco-bienveillante, il faut de la planification. Aujourd'hui, que les villes se sont déjà construites d'elles-mêmes et sous la pression que nous savons démographique, qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier le tir ? La question des espaces publics, je trouve qu'elle est très intéressante au fond parce que, vous l'évoquez, c'est l'anarchie de notre développement urbain qui nous donne l'impression qu'il n'y a pas de planification. Pour bien planifier, il faut anticiper, donc il faut de la prospective urbaine. Mais quand j'ai fini de dire ceci, je m'empresse de considérer que ce qu'il y a de beau dans l'espace public, c'est que c'est un espace de rencontre. Moi, je crois beaucoup à la rencontre. Cette rencontre-là se matérialise dans le fait de considérer l'autre, ce concitoyen, cet ennemi, même si on veut, dans un regard ontologique, est justement cet élément qui fait comme un écho chez nous, parce qu'il nous permet de nous révéler à une forme d'appartenance, ne serait-ce qu'à une communauté, ne serait-ce qu'à un espace. C'est aussi tout le jaillissement qui peut venir de la beauté qu'on peut constater, des paysages, ou même parfois aussi du fait de la ternissure qu'on peut regarder, dont on peut s'offusquer dans nos villes. À partir du moment où on est en mesure de reconnaître cela, ce qu'il y a d'essentiel dans cette rencontre-là qu'il faut pouvoir magnifier, c'est le fait d'associer à l'espace de rencontre un espace qui permet d'idéaliser cette rencontre-là, de magnifier, de garantir que nous puissions associer à la fois le bien-être qui est fondamental à l'éco-bienveillance et l'approche de la mixité. Et pour cela, je trouve que
Il y a une étude là de quelques chercheurs du Global Health Institute de Barcelone qui a été publiée en 2022 qui me paraît extrêmement intéressante parce qu'elle a théorisé la règle des 3-30-300. Une démonstration qui nous permet de dire aujourd'hui qu'en ayant en vue 3 arbres depuis la fenêtre de sa chambre, en vivant dans un espace qui a un couvert végétal répandu sur au moins 30% et en étant à moins de 300 mètres d'un parc, on a une qualité mentale qui est extrêmement élevée, une qualité de vie qui est extrêmement élevée aussi, qui raconte encore une fois cette qualité de ville-là que j'évoquais. L'espace public, j'ai aussi écrit là-dessus chez la Tribune Afrique en 2022, doit être vitalisé en Afrique et cette vitalité-là doit passer par la nécessité d'en faire un espace de promotion de la qualité de ville. Alors, vous décrivez la ville éco-bienveillante comme si elle viendrait apporter les solutions à tous les maux que connaissent les villes en Afrique. Est-ce que ce n'est plutôt pas une culture qu'il faut ancrer dans les populations qui vivent dans ces villes? Je pense que la réponse est dans la question. L'urbanisme éco-bienveillant ne se propose pas comme étant une solution miracle à nos maux urbains. Parce qu'en réalité, en toute chose, il faut pouvoir dynamiser, déployer une culture. C'est encore le problème de l'urbanisme durable. Mais également, mais nous, dans notre logique, allons dans une approche prospective, dans une approche anticipative, positionner ce schéma-là comme étant celui de la pré-ville durable. Et c'est pour ça que justement, en commençant par en parler ici, je vous remercie encore une fois pour votre invitation, on dynamise, on vulgarise, on valorise cet idéal-là, mais encore faudrait-il le faire accepter par les concepteurs urbains. Encore faudrait-il le faire accepter par monsieur et madame tout le monde pour en faire une culture qui se propose à nous dans notre approche de l'urbanité, dans notre approche de la conception urbaine. Donc, l'urbanisme éco-bienveillant n'est pas du tout une solution miracle et justement, ce serait contraire à ce principe de solidarité et de gouvernance participative qui détermine que pour pratiquer l'urbanisme durable, il faut pouvoir mobiliser des individus qui racontent une vision commune dans le déploiement sur l'espace de ces principes-là. Alors, comment ce concept peut-il s'harmoniser avec les traditions africaines, le patrimoine local? J'ai bien entendu évoquer cela en soulignant la nécessité pour l'éco-bienveillance de pouvoir raconter une forme de tradimodernité, de pouvoir susciter, implémenter, déployer une forme d'ancrage local. Et en parlant tout à l'heure de l'avantage de l'Afrique, c'est qu'on a encore ces principes locaux qui sont extrêmement forts, qui nous racontent et qui font que, à notre propre échelle, il est essentiel justement de faire en sorte que la ville de demain, qu'elle soit smart, qu'elle soit durable, qu'elle soit verte, qu'elle soit écologique, peu importe tout ce qu'on veut, soit d'abord une ville localement ancrée. Et c'est à cette échelle-là qu'on peut garantir que ce tradit-modernisme-là nous permettra de raconter les possibles de l'éco-bienveillance dans notre capacité à associer à cet ancrage local le bien-être humain et bien entendu une durabilité extrêmement prononcée. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous aux décideurs qui souhaiteraient implémenter ce concept de ville éco-bienveillante dans le développement urbain? Vous savez, c'est d'abord de réaliser le constat que dans les pays développés aujourd'hui, parce qu'il y a une forme de mimétisme de notre approche conceptuelle des villes, de nombreuses villes occidentales ont atteint un niveau où elles se sont rendues compte qu'il faut revenir à un peu plus de frugalité, à beaucoup plus de simplicité, d'efficacité dans l'approche du bâti et de l'urbain, ce qui les a amenés aujourd'hui à déployer dans le cadre de l'innovation toute forme de solutions qui relèvent davantage du démonstratif pilote que de l'applicatif de série. Donc il y a des conséquences à en tirer, il y a des conclusions à en tirer sur la nécessité pour nous aujourd'hui d'intégrer d'entrée de jeu dans notre approche urbaine une logique de durabilité et d'éco-bienveillance qui nous permettent de garantir que sur du long terme, nous soyons nous puissions en tirer le maximum de bénéfices parce que nous sommes aujourd'hui vulnérables. Et pour ce faire, il faudrait d'abord réaliser des projets pilotes à petite échelle, de façon participative, en mettant en place toutes les approches de gouvernance nécessaires pour cela. Et à partir de ces projets pilotes-là, se laisser convaincre par la pratique de la matérialité de ces concepts pour ensuite les déployer à l'échelle. Parce que sinon, on risque de faire face à de très nombreux défis. Et pour finir, j'ai beaucoup... Très rapidement, en quelques secondes.
je pense que les éco-villages à l'échelle de nos villages sont également une solution féconde. Merci. Merci à vous, docteur Bougrain-Doumong, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes président de Construire pour demain, grand défenseur de l'urbanisme éco-bienveillant. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.